Bonjour. Yannick Jadot, bonjour. Merci d'avoir accepté cet exercice. Je vais vous rappeler les règles de cette audition. Donc vous avez 25 minutes pour aborder 5 thématiques. Le dialogue social, la protection sociale, la transition écologique, le pouvoir d'achat et l'Europe. Avec Anne-Sophie, nous serons les gardiens intransigeants des horaires. Donc sans plus attendre, on ne va pas perdre de temps. On passe au premier thème qui porte sur votre vision du syndicalisme et du dialogue social. Si vous êtes élu président, quelle place entendez-vous donner aux organisations syndicales dans les entreprises, dans les administrations et aussi en dehors? Merci. Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et on vit un moment très sérieux. Très sérieux, vous le savez, très grave sur l'ensemble de notre modèle de développement, de notre modèle de société. Et je vous remercie d'engager ce débat parce que, effectivement, c'est un véritable choix de société qui va se décider en avril prochain. Et notre responsabilité, à nous, évidemment, candidats, candidates, votre responsabilité, c'est que ce projet de société puisse se faire, ce choix de projet de société puisse se faire. Alors, sur le syndicalisme, on a un vrai problème de crise démocratique dans notre pays. À la fois la société, la mondialisation, les réseaux sociaux, l'information continue, la finance ont bousculé totalement les règles démocratiques et cette vitesse de la société nous rend beaucoup plus difficile le temps démocratique. Il y a plusieurs façons de réagir à ça. On peut avoir, au fond, une démocratie virtuelle. Ce sont les réseaux sociaux, avec ce que ça a de positif, ce que ça a de négatif. On peut avoir la démocratie illibérale. On sait, la Pologne, la Hongrie, et on voit les dictatures bombarder des populations civiles. Et on peut avoir la démocratie confisquée. Au fond, c'est de décider qu'un pendant un quinquennat, parce qu'on a été élu, on gère le pays dans un conseil de défense et que finalement, le reste de la société sera amené à s'exprimer 5 ans plus tard. Moi, je veux mettre de la démocratie partout, et notamment de la démocratie dans les entreprises. Parce que la leçon qu'on peut voir dans notre pays, en Europe et dans le reste du monde, c'est que quand les syndicats disparaissent, c'est la démocratie qui disparaît. On l'a vu avec Trump, on l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit dans d'autres pays aujourd'hui, et que le syndicalisme est essentiel à la construction, pas simplement de la démocratie sociale, mais de l'ensemble du processus démocratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans mon projet ? Ça veut dire mettre en place la codétermination à l'allemande. Au-delà de 2000 salariés, 50% des salariés dans les conseils d'administration, un tiers en dessous. Ça veut dire mettre en place le chèque syndical. Il faut renforcer la participation des syndicats à la vie de l'entreprise. Et donc, moi, je souhaite mettre en place le chèque syndical qui permettra à chaque salarié, s'il le désire, évidemment, de choisir une représentation, de choisir un syndicat. Ça me paraît essentiel pour faire vivre la démocratie sociale dans l'entreprise. Mais la place des syndicats, c'est encore plus que ça. Moi, je souhaite que, vous savez, dans mon projet, je veux conditionner l'ensemble des outils de politique publique à la question du climat, à la question de la justice sociale, à la question de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a les marchés publics, on a le crédit impôt recherche, on a les exonérations de cotisations, mais on a aussi 140 milliards d'aides aux entreprises dans notre pays, je veux que ce soit conditionné. Et avant de mettre en place, si ça devenait indispensable, des commissaires aux comptes extra-financiers pour vérifier que les entreprises réorientent bien leur activité, utilisent bien l'argent public au profit du climat, de la justice sociale et de l'égalité femmes-hommes, eh bien je veux que ce soit au sein des entreprises les salariés qui soient en capacité de contrôler le bon usage de l'argent public et des objectifs qui sont fixés à l'argent public. Voilà comment je veux renforcer la démocratie sociale, au-delà du fait que, eh bien vous voyez bien dans le débat sur la grande sécu, vous le voyez dans d'autres sujets, il y a la volonté trop souvent de l'État de récupérer les questions sociales et de les sortir de la négociation.
Et ça, pour moi, c'est un sujet essentiel. Si je suis très opposé, on aura peut-être l'occasion d'en parler, à ce qu'a été l'idée portée par ce gouvernement, on ne sait pas, le candidat, le président, voilà. S'ils reviennent sur cette idée d'une grande sécu, contrôlée par Bercy, financée par l'impôt, c'est la fin, y compris d'une partie de la démocratie sociale, au-delà d'être une remise en cause profonde de ce que peuvent être les mutuelles quand elles jouent pleinement leurs responsabilités et qu'elles s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Justement, vous faites une transition parfaite avec le prochain thème qui sera sur la protection sociale. Ah, j'ai anticipé, pardon. La crise sanitaire a mis en lumière à la fois la pertinence de notre modèle social français, mais également ses fragilités. Si vous êtes élu président, quelles réformes engagerez-vous ? Alors, on a reconstruit notre pays après la Seconde Guerre mondiale, et y compris on l'a reconstruit démocratiquement autour de la Sécu, voilà, notre modèle social. Ce qui a, encore une fois, fait du travail, de la santé, de la solidarité, un bien commun, et ce qui nous a permis aussi de relancer notre pays, ce qui a permis de le remobiliser, y compris de manière très large dans la société, avec ce compromis social, ce consensus politique qui avait été dégagé par le Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, on a le travail, on a la santé, il nous manque la partie environnement. Aujourd'hui, déconnecter l'environnement des questions de santé et des questions de travail, c'est une aberration. Vous le savez sur la question de la santé au travail, vous le savez sur la question de ce concept une seule santé, santé environnementale, santé animale, santé humaine. Et donc aujourd'hui, penser notre modèle social sans y intégrer la question environnementale est pour moi une aberration. Alors ça ne veut pas forcément dire mutualiser la protection environnementale, parce que là, ce serait rentrer dans des exercices probablement très compliqués. Mais ça veut dire pour moi faire de la santé environnementale une priorité absolue. Alors ça veut dire quoi ? Typiquement, quand je parlais des mutuelles, je pense que l'une des plus grandes légitimités pour le système des mutuelles dans les années qui viennent, c'est vraiment cette question de la prévention en matière de santé. Il y a des enjeux d'accompagnement, évidemment, il y a les enjeux du logement social, il y a la question de la présence sur les territoires, il y a la question de l'humanisation des relations entre les citoyennes, les citoyens et la protection sociale. Mais pour moi, l'enjeu majeur de la réforme de notre protection sociale, c'est d'y intégrer la santé environnementale et d'en faire un pilier en matière de prévention. Justement, comment financer cette protection ? Alors comment on finance la protection ? Aujourd'hui, le système qui passe à travers les cotisations, pour moi, reste un sujet, un élément structurant majeur, parce qu'il ramène, au fond, la question de la protection sociale, quand on parle son complémentaire, ramène la question de la protection sociale à l'échelle, y compris de l'entreprise, et ça me paraît essentiel que ça reste largement organisé comme ça, plutôt que de passer sur un système d'impôt qui, au fond, va exclure les salariés de ça. Après, il y a plusieurs choses sur le financement de la protection sociale. On peut penser, par exemple, aujourd'hui, si on veut intégrer la question de la dépendance et de l'autonomie. Grand sujet. Pour ma part, vous vous doutez bien qu'il n'est pas question pour les écologistes de reculer l'âge de départ à la retraite et de créer une injustice encore plus lourde en matière de pénibilité du travail, en matière d'injustice, d'espérance de vie, qui reste une injustice fondamentale à combattre. 10 ans d'espérance de vie en bonne santé entre un ouvrier et un cadre, c'est une injustice flagrante que le report de l'âge de la retraite va encore accentuer. Dans un monde où dans notre pays où une personne sur deux qui active ses droits à la retraite ne travaille déjà plus, chômage, minima sociaux, maladie, reporter l'âge de la retraite, c'est faire payer aux plus fragiles de notre société
l'équilibre des comptes, mais qui n'est pas remis en cause aujourd'hui quand on regarde les rapports du corps, mais c'est vouloir faire payer aux plus fragiles d'entre nous une politique de dépendance, sur la dépendance. Et bien moi, je ne veux pas faire comme ça. Je vais faire payer les grandes fortunes pour financer la dépendance. On veut accentuer les droits de succession sur les grandes fortunes. Vous savez que, y compris le Conseil d'analyse économique l'a très bien démontré, on est aujourd'hui au fond, les grandes fortunes échappent à l'impôt en matière de droits de succession. On va revenir sur ces dérogations qui nous permettront d'avoir 8 à 9 milliards de recettes fiscales. Avec ces recettes fiscales, nous voulons financer une grande politique de l'autonomie qui nous permettra d'avoir un accompagnant par pensionnaire dans un rapport de 1 à 1 au niveau notamment des EHPAD, avec l'interdiction, il n'y aura pas de nouvelle autorisation d'EHPAD privés à but lucratif. Nous installerons aussi des maisons intermédiaires. Nous renforcerons évidemment le statut, les salaires des aides à domicile pour favoriser la présence à domicile des personnes. Et c'est comme ça, c'est pas sur les plus précaires, ceux qui ont eu les carrières les plus longues, ceux qui ont eu la pénibilité la plus forte, qu'on paiera la politique de la dépendance. Encore une fois, ce projet de recul de l'âge de la retraite, après avoir supprimé le compte pénibilité, après avoir fait la réforme de l'assurance chômage, franchement, ça dit bien le caractère profondément injuste de ce quinquennat en matière sociale. Régressif. Je suis obligé de vous couper pour passer au prochain thème. Désolé, on peut y rester longtemps. Mais donc, et sur la transition écologique... La retraite, ça ne vous intéresse pas, en fait. Voilà. C'est ça que vous voulez dire, hein. D'accord. Mais on aimerait vous entendre quand même sur la transition écologique. Je pense que ça vous intéresse. Donc la France s'est engagée à baisser drastiquement ses émissions de CO2. Si vous êtes élu président, comment comptez-vous accompagner les entreprises et les travailleurs dans cette transition écologique ? Alors effectivement, mais c'est un sujet qui est en lien avec tous les autres. Et je sais que ça ne vous a pas échappé à la CFDT. Donc, la France s'est engagée, non. Dans la loi française, aujourd'hui, l'engagement, c'est moins 40% à l'horizon 2030. On n'a même pas transcrit dans la loi française les objectifs européens. Donc en fait, la France, aujourd'hui, est légitimement condamnée par les tribunaux français pour inaction climatique, puisqu'on n'est même pas sur la trajectoire qu'exigent les scientifiques au regard du climat. Donc évidemment, on inscrira la France avec un objectif de moins 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Comment on va accompagner les entreprises ? Eh bien, on va, sur l'ensemble de la fiscalité, je l'ai dit, conditionner, y compris à la question du climat. Aujourd'hui, on va faire un ISF climatique. Déjà, on va supprimer le blocage sur le plafonnement à 75% des revenus, parce que c'est un contournement majeur de l'esprit de la loi, de dissocier à ce point les revenus et le patrimoine. On a vu comment ça avait été contourné, et ça a permis aux milliardaires, au fond, de ne pas payer l'impôt sur la fortune. Et puis, nous appliquerons un malus climatique pour les patrimoines qui, évidemment, ne correspondent pas à un effort pour aller vers la décarbonation. Mais concrètement, ça passe par une grande première loi quand vous arrivez au gouvernement. Alors on va faire une grande première loi quand on va arriver, qui sera la règle d'or climatique, qui effectivement remettra sur la table un objectif correspondant à l'exigence scientifique, qui permettra d'investir 10 milliards d'euros par an sur la rénovation thermique, avec pour les 2 millions de familles souffrant de précarité énergétique et habitant dans des passoires énergétiques, un reste à charge zéro. Il faut évidemment faire des rénovations globales, ce que n'a pas fait ce gouvernement. Donc ça, c'est le premier paquet. Le deuxième paquet, c'est aller vers on va mettre 4 milliards sur le ferroviaire, train du quotidien, train de marchandises, train de nuit.
On va déployer massivement les énergies renouvelables, mais d'ailleurs c'est une proposition que nous faisons en ce moment à l'échelle européenne pour qu'on ait un grand plan d'investissement européen de sécurité climatique et énergétique. C'est à travers la maîtrise de l'énergie qu'on est moins dépendant du gaz russe. Moi, je veux l'embargo aujourd'hui sur le gaz russe. Ce qui se joue, c'est la paix, la sécurité, la démocratie en Europe. Pour rappel, les écologistes, quand on portait 40% d'objectifs d'efficacité en 2030, qu'on avait convaincu le Parlement européen et la Commission européenne d'aller là-dessus, 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030, c'est réduire de moitié notre consommation de gaz, des 2/3 nos importations de gaz. Donc agir pour le pouvoir d'achat, agir pour le confort, la santé dans les maisons, dans les logements, c'est aussi réduire nos dépendances aux énergies fossiles et toutes les complaisances politiques qui s'y sont immiscées. Déploiement des énergies renouvelables, évidemment. Il faut faire beaucoup plus. Mais comment vous assurer que ça soit socialement acceptable, que vous n'ayez pas vos gilets jaunes? Alors les gilets jaunes, vous savez, ça c'est la question de la démocratie. Vous savez, c'est intéressant la démocratie, vous l'avez dit et vous le portez, je le sais. Quand on fait le Grenelle de l'environnement, où on parle la première fois de la taxe carbone, vous avez, nous les écologistes, nous portions l'idée d'intégrer totalement l'impact social de la taxe carbone. Il y a eu le comité Rocard qui avait été monté par Sarkozy, qui avait dit attention, il y a des familles qui vont être impactées, une partie de la recette fiscale doit aller sur les familles impactées. Sarkozy, surtout Hollande et Macron, ils ont voulu faire du rendement fiscal. On a eu les gilets jaunes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la Convention citoyenne, maltraitée comme vous le savez. Ce que je veux dire, c'est que dans notre façon de gouverner, si on veut intégrer tous les impacts, eh ben, il faut travailler avec les forces vives du pays. C'est le cœur de mon projet. Moi, je ne crois pas à un dirigisme vert pour remplacer un dirigisme techno-libéral. Je pense que ça marcherait aussi mal en vrai, peut-être un peu mieux. Dans la forme, mais dans la société, à peine. Je pense que fondamentalement, si nos plans de relance, si nos plans d'investissement, si toutes les transitions ne sont pas pensées à l'échelle des territoires, avec les syndicats, avec les entreprises, avec les collectivités, avec les associations, eh bien on n'y arrivera pas. Parce que notre ambition, pardon, je conclue là-dessus, sur ce sujet, nos ambitions de transformation sont tellement fortes, si on veut être bon sur le climat, si on veut être bon sur la biodiversité, que pour y arriver, il faut qu'on embarque tout le monde. Parce que vous ne faites pas des transformations si profondes sans embarquer tous les actrices et les acteurs de la société. Donc il va falloir trouver le chemin commun, et le chemin commun, on le construit qu'à l'échelle des territoires et à l'échelle du pays, parce que sinon on ne mobilisera pas, il y aura la coalition des non, et on ne sera pas à la hauteur de notre responsabilité climatique et sociale. Désolée Yannick Jadot, je savais que ça serait difficile de vous couper sur la question écologique, mais on va devoir passer à la question du pouvoir d'achat. Mais c'est de l'écologie tout autant. C'est parfait alors. Avec le retour de l'inflation, la question du pouvoir d'achat est désormais dans toutes les têtes. Alors si vous êtes élu président de la République, comment allez-vous y répondre ? Si on peut le dire autrement, comment faire en sorte que chacun puisse vivre dignement de son travail ? C'est la première des préoccupations des Français aujourd'hui. Et légitimement. Le pouvoir d'achat, certains parlent du pouvoir de vivre. C'est deux choses en fait. C'est à la fois des revenus, donc on augmente le SMIC en arrivant, on impose la renégociation des bas salaires et des grilles salariales dans tous les secteurs dits de deuxième ligne. Vous savez, vous connaissez mieux que moi encore le sujet. On augmente, on dégèle le point d'indice des fonctionnaires, on remet 20% d'augmentation des salaires dans l'éducation nationale pour être à la hauteur de nos voisins et de ce qui est nécessaire, 10% à l'hôpital notamment. Donc, il y a la partie revenus. Et puis, il y a la partie dépenses. La spécificité de notre projet, c'est de s'attaquer à toutes les grandes dépenses contraintes. Logement. Eh bien oui, on va relancer la construction des logements sociaux à hauteur de 700 000 sur le quinquennat, globalement 150 000 par an.
On a beaucoup réduit, c'est pour des millions de familles aujourd'hui dans notre pays, l'accès au logement est un problème fondamental. Donc, construction de logements sociaux, encadrement des loyers, garantie universelle des loyers, donc une agence publique qui va mutualiser et gérer les cautions pour limiter le risque et pour les petits propriétaires, mais surtout permettre à des familles d'accéder à des logements sans avoir 3 fois le prix, le coût du loyer en revenu. C'était, je l'ai dit, rénovation thermique. C'est 600, 700 euros de pouvoir d'achat par an économisés au-delà des enjeux de santé, de confort majeurs. C'est les dépenses contraintes, c'est évidemment aussi les transports. Moi, on va investir structurellement pour répondre au sujet de fond, mais très conjoncturellement et immédiatement, c'est mettre en place le forfait mobilité durable obligatoire dans les entreprises jusqu'à 1 000 euros, qui permettra par exemple de couvrir aussi le covoiturage. Quand vous faites 30 bornes par jour pour aller bosser, ça vous coûte 2 000 euros par an. Vous passez en covoiturage, et ben, en fait, cette facture d'essence, de carburant, sera totalement prise en charge par les entreprises. Donc c'est une façon à la fois de changer les comportements, de réduire la pollution de l'air, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le pouvoir d'achat. Même chose, je module la TVA. TVA plus favorable pour ce qui est responsable, plus défavorable pour ce qui est irresponsable. Et donc, en fait, à la fin, ça me donne ce que j'appelle le 13e mois écolo, qui n'est pas un 13e mois de revenus, mais qui est un 13e mois d'économie de pouvoir d'achat et qui permet, encore une fois, d'améliorer le pouvoir d'achat et donc le pouvoir de vivre, mais de manière structurelle, au-delà du chèque énergie de 400 euros qu'on veut mettre en place immédiatement pour les 6 millions de familles qui en bénéficient déjà du chèque énergie et 100 euros pour les 15 millions de familles au-dessus, parce qu'il va falloir passer la séquence là. Merci. Nous arrivons au dernier thème de cette audition, la construction européenne, un thème qui vous est aussi cher. Donc l'Europe apparaît de plus en plus comme un moteur qui permet d'avancer vers de nouvelles régulations, qu'elles soient sociales, économiques ou environnementales. Si vous êtes élu président, vous accélérez ce mouvement, vous freinez ou vous changez de direction? Toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui proposent un pas en arrière par rapport à la construction européenne, à mon avis, sont totalement irresponsables. Dans le monde dans lequel on vit, face à Poutine, face à Xi Jinping, face à la puissance économique des Américains, face aux GAFAM, face à qui vous voulez, l'Union européenne doit être notre horizon. Moi j'ai toujours dit, la France c'est ma maison, l'Union européenne c'est mon village. Et on doit être à la hauteur, sinon c'est du charabia, c'est du blabla. Parce qu'en fait aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, au fond, que ce soit la stratégie de l'extrême droite, faisons des coopérations, on voit ce qu'on a envie de faire ensemble, ou la stratégie du opt-out, qui consiste à dire, moi, tout ce que je veux pas, je partage plus ma souveraineté. Mais c'est exactement le même résultat. C'est exactement le même résultat. Parce que si tous les 27 pays mettent leur opt-out sur les sujets, on ne va pas avoir grand-chose à manger le midi au niveau de l'Union européenne. Le menu va être léger. Et en fond, c'est un projet de vassalisation, pardonnez-moi. C'est un projet de vassalisation économique. Vous allez comment gérer les GAFAM? Vous allez gérer comment les grandes majors du pétrole? Vous allez gérer comment la finance internationale et les paradis fiscaux? Et surtout, vous allez gérer comment la défense de nos valeurs? Liberté, égalité, fraternité, notre modèle social face aux dictatures ou face aux grandes puissances économiques. Donc oui, il nous faut un saut fédéral aujourd'hui. Ça veut dire, pour moi, à la fois, je vais porter une union franco-allemande très forte autour de la politique étrangère, autour de la politique de défense, évidemment autour de la fiscalité, du modèle social, organisation, codétermination et d'une politique industrielle climatique. Oui, il faut renforcer l'Union européenne avec une politique de défense. Aujourd'hui, ne pas se projeter dans une politique européenne de défense, c'est soit dépendre totalement des États-Unis, soit accepter, au fond, comme on l'entend aujourd'hui, que vous avez un grand discours de paix qui est un discours de capitulation, qui est un discours d'abandon des démocraties, des libertés et des Ukrainiens. C'est pas ce que je veux.
Donc il nous faut une Europe forte, il faut une France qui pèse en Europe, ça veut dire aussi changer les comportements. Personne ne sait ce qu'il y avait dans la tête de Vladimir Poutine depuis des mois. Mais honnêtement, avoir dit que l'OTAN est en mort cérébrale, avoir reçu Vladimir Poutine à Brégançon pour dire que la Russie pourrait avoir un droit de regard sur la politique de défense, faisant hurler tous les pays d'Europe centrale et orientale, avoir été faire de la diplomatie très médiatisée à Moscou, seul, en tant que président de l'Union européenne, en tutoyant quelqu'un qui a massacré les Tchétchènes à Grozny, qui a bombardé les populations civiles à Alep, et tout ce qu'on sait sur tout le reste. C'est pas ça, l'objectif de l'Union européenne. Et je pense que quand Vladimir Poutine a vu défiler les dirigeants européens, il s'est dit une fois de plus, l'Europe va être divisée, l'Europe va être molle. Je pense qu'on aurait fait, au niveau de l'Union européenne, de la politique étrangère, dès le début, en discutant avec Vladimir Poutine, évidemment, mais en tant qu'Union européenne, collectivement avec les grands dirigeants européens, je pense qu'on aurait, dès le début, donné une autre image de l'Europe. Mais heureusement, heureusement, c'est pas le bon terme, mais depuis l'invasion, je trouve que l'Union européenne est globalement à la hauteur sur les sanctions, sur l'aide à la résistance ukrainienne, sur l'essayer de traquer les milliardaires. Mais là, il faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure aujourd'hui, c'est l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. 700 millions de dollars tous les jours qui alimentent la machine de guerre russe. Il faut mettre la pression pour arracher le cessez-le-feu et le départ des Russes. Et ça veut dire construire cette souveraineté partagée, solidaire, face à cet arrêt de l'approvisionnement en gaz russe. Ça veut dire mettre le paquet sur les mesures de sobriété énergétique, d'économie d'énergie, mettre le paquet immédiatement sur le déploiement des énergies renouvelables. Et ça veut dire donc une Union européenne à la hauteur de nos valeurs. Je veux dire, l'Union européenne, je conclue, dernière phrase, en 2018, et pour moi c'est une partie du quinquennat qui se finit. En 2018, Emmanuel Macron signe avec Vladimir Poutine un accord à Saint-Pétersbourg. 2 projets mis en scène médiatiquement. La présence de Total en Russie. J'exige que le président de la République impose à Total le retrait de la Russie. On a un grand groupe français qui est complice des crimes aujourd'hui. Et le deuxième accord qui signe devant les caméras à Saint-Pétersbourg, c'est Orpea. Le développement d'Orpea en Russie, comme c'était le développement des EHPAD privés dans l'accord d'investissement avec la Chine. Eh bien, défendons nos valeurs plutôt que la spéculation sur la maltraitance de nos concitoyens. On va en rester là. Merci beaucoup. Merci Yannick Jadot. Merci infiniment.